Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de Psychanalyse pour tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'appareil psychique, de notre appareil psychique. Bienvenue. Olivier, bonsoir. Marlène, bonsoir. Comment allez-vous? Hop. Voilà, Fabienne, bonsoir. Je vais prendre ici. Hop. Pascal, bonsoir. Donc, nous sommes le 15 octobre. Il est 21h et quelques. Et nous sommes au rendez-vous comme tous les mardis. Comme tous les mardis dans cet espace de psychanalyse pour tous. Alors, j'aimerais bien commencer par vous poser une question. Et à savoir, un petit peu, Christiane, bonsoir, c'est-à-dire que la question que je vais vous poser, c'est, et Nathalie, bonsoir, c'est pourquoi cet espace de psychanalyse pour tous? Regina, bonsoir. Pourquoi cet espace de diffusion, Féti, bonsoir, David, bonsoir, pourquoi cet espace de diffusion de la psychanalyse? Pourquoi je suis là, quoi? Ce serait un petit peu la question que je vous pose. Et quelles sont nos prétentions? Est-ce que c'est des prétentions? Est-ce que... Ah si, bonsoir. Donc, l'appareil Néléa, bonsoir. L'appareil psychique. Alors, comme vous le savez, Virginie, la psychanalyse est basée sur une théorie. Et selon notre conception, Valérie, bonsoir, notre conception théorique de la psychanalyse va dépendre, Christiane, votre parole nous fait du bien, voilà. Your, bonsoir, et la psychanalyse est basée sur pour transmettre l'intérêt de la psychanalyse. L'intérêt de la psychanalyse, ok, c'est une réponse. La psychanalyse donc est basée sur une théorie, et selon notre manière de penser la théorie, bien sûr, ça va être en fonction de la pratique. Un accès à les paroles pour toutes et tous. Pour Olivier aussi, d'accord, par exemple, merci. Donc la théorie de l'inconscient, ça c'est la base de la théorie de la psychanalyse. Hakim, bonsoir. La théorie de l'inconscient, donc que Freud produit dans son livre L'interprétation des rêves. Et donc c'est un livre fondamental puisque c'est dans cet ouvrage qu'il va décrire les fondements de la psychanalyse à partir de l'explication qu'il va nous donner sur les mécanismes de production des rêves. Les fondements de la psychanalyse, c'est-à-dire qu'on va voir que le concept d'inconscient va être l'objet d'étude de la psychanalyse. Et la psychanalyse étudie, Lila bonsoir, étudie le concept d'inconscient. Et Fabienne dit parce que chacun devrait être intéressé par les mécanismes qui nous animent et peut-être du coup d'y voir plus clair sur notre façon de fonctionner et éventuellement y remédier. Ben, on ne va pas remédier à notre manière de fonctionner, sinon on va apprendre à savoir pourquoi nous fonctionnons de cette manière. Et donc, dans l'interprétation, pour sensibiliser le public à la psychanalyse et nous introduire au concept et nous aider à les explorer. Très bien, Nathalie. Ok. Donc, dans l'interprétation des rêves, Freud présente le concept d'inconscient. Il va présenter aussi la méthode d'accès à ce concept d'inconscient, qui est la méthode d'interprétation-construction. Et il va nous présenter aussi la technique. C'est-à-dire que la technique pour avoir accès, pour avoir la possibilité de l'interprétation, c'est l'association libre en transfert. Donc ça, c'est le cadre, on va dire, mon désir de toujours apprendre et vous nous apprenez bien. D'accord, très bien, Christiane. Et donc, la psychanalyse étudie l'inconscient. Mais comme vous le savez, il n'étudie pas n'importe quel inconscient. La psychanalyse s'intéresse uniquement à l'inconscient refoulé, à cet inconscient qui a été refoulé, c'est-à-dire à cette partie de nous dont nous ne savons rien.
or dont nous ne savons rien, chacun d'entre nous, nous ne savons rien de notre inconscient. Mais théoriquement, bien sûr, Sandrine, bonsoir, Annick, bonsoir, mais bien sûr, au niveau théorique, si nous pouvons avoir des informations. Pour avoir des informations sur notre propre inconscient, bien évidemment, il va falloir passer par le divan. C'est-à-dire, il va falloir se psychanalyser. Et que cette structure psychique que nous allons essayer de présenter un petit peu aujourd'hui, cette structure psychique de cet appareil psychique, et c'est celle qui détermine ce qui nous arrive dans notre vie et dont le sujet ne sait rien. Donc, nous sommes les représentations des effets, Carlos, bonsoir, nous sommes la représentation des effets que ce travail a lieu en nous, et nous sommes la scène où se présentent les effets des mécanismes de cet appareil psychique. Et donc la méthode d'interprétation-construction, la méthode qui va nous permettre d'avoir accès à cet inconscient, Felipe, bonsoir, c'est une méthode qui va permettre ce qu'on appelle l'autoconnaissance et l'autotransformation. C'est pour ça que nous disons que la psychanalyse, c'est beaucoup plus qu'une thérapie. Et que apprendre beaucoup plus dans le sens où ça va servir bien évidemment comme thérapie pour aider les gens à mieux vivre avec eux-mêmes, on va dire d'une façon générale, c'est-à-dire apprendre à vivre avec qui je suis. Mais pour apprendre à vivre avec qui je suis, je dois déjà apprendre à savoir qui je suis, qui est cet être humain que je suis. Quelque chose qu'on ne nous a pas appris, bien évidemment, à l'école. Avec qui je vis, cet être humain que je suis, je vis avec cet être humain, mais qui est cet être humain, non? Qui est-il? Et en plus, plus particulièrement, bien évidemment, savoir qui je suis, chacun avec son nom et son prénom, savoir comment il se positionne, on va dire, face à ses désirs, principalement. Abdel, bonsoir. Et que si, on peut imaginer, si chacun d'entre nous pouvait s'ouvrir, à Marie-Laure, bonsoir, à cette connaissance, nous serions bien évidemment vraiment plus humains, avec des humains qui vivent avec d'autres êtres humains. C'est-à-dire, je dis humain dans le sens où il est nécessaire, enfin chacun considère le nécessaire selon son approche. Michel, bonsoir, Corinne, bonsoir. C'est-à-dire que apprendre à découvrir cet humain que nous sommes, et quand on parle de cette condition humaine, de quelle condition on parle, et du coup à mieux vivre avec les autres, Et c'est ce qu'on va voir un petit peu quand on va parler de l'appareil psychique, parce que cet appareil psychique va nous montrer un petit peu qu'il a les relations de ces différentes instances qui habitent cet appareil psychique, en fait, vont faire un peu référence aussi à notre manière d'être en relation nous-mêmes avec nos relations sociales, avec Chile, bonsoir, et avec nos relations sociales et avec nous-mêmes. La psychanalyse, méthode thérapeutique et théorie de connaissance épistémologique. Bon. Donc c'est pour ça que je disais que si nous avions tous la possibilité, Sandy, où nous décidions tous de faire ce travail analytique, ben évidemment nous serions beaucoup plus humains. C'est-à-dire, parce que humain, c'est se reconnaître comme humain, c'est savoir quelles sont les possibilités de cet être humain que me donne mon humanité. Ne pas être basé sur des préjugés, d'avoir la possibilité de savoir quelles sont mes possibilités réelles. Et quelles sont aussi mes limitations. C'est-à-dire que il y a très souvent des gens qui veulent quelque chose d'eux-mêmes, qui est une impossibilité de l'humain, qui est quelque chose qui est impossible, et qui ne permet pas justement, qui mettent de côté les possibilités qu'ils ont. Ils sont tellement axés sur vouloir quelque chose en fait qui est impossible à l'humain, qu'ils perdent l'autre partie, c'est-à-dire la partie de ce qui est possible à cet être humain que nous sommes. Layal, bonsoir.
Donc, parce que à chaque fois que je m'acharne à vouloir quelque chose d'impossible à l'humain, bah, je produis des symptômes. C'est-à-dire, quand je dis symptômes, c'est pas obligatoirement un symptôme, ça peut être de la douleur, ça peut être de la souffrance, ça peut être différentes manifestations, mais disons que s'acharner à vouloir quelque chose d'impossible, obligatoirement, ça produit des troubles, on va dire de façon générale. Hein. Et que s'acharner à vouloir quelque chose d'impossible, bien évidemment, c'est aussi ne pas reconnaître son humanité. C'est-à-dire vouloir quelque chose qui n'existe pas. Hein, quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que avoir les pieds à la hauteur des pieds, comme dit le poète Ménassa, c'est connaître et reconnaître ses possibilités hein, comme humain. Et mes possibilités comme être humain sont énormes. J'ai beaucoup plus de possibilités, et chacun d'entre vous c'est pareil, beaucoup plus de possibilités que ce que j'imagine. C'est-à-dire que les capacités de l'être humain sont énormes. Et que l'homme et la femme ont une capacité énorme de modifier leur vie, de transformer leur vie, de se transformer eux-mêmes constamment pour, on va dire, ne pas vieillir, pour ne pas vieillir directement, sinon que avoir la possibilité et de continuer à se transformer et de ne pas être dessinés par les préjugés sociaux qui existent et qui nous disent, je veux dire, la société dans laquelle nous vivons nous a dit ce qui nous était la capacité énorme et limitée. Ben, elle est limitée dans le sens où il y a des choses qui sont impossibles pour l'être humain. Donc, cette tentative, par exemple, de l'être humain de vouloir contrôler sa vie, de vouloir contrôler ses mots, de vouloir contrôler ses relations sociales, contrôler, ça c'est une impossibilité de l'être humain. Alors quand on s'acharne à vouloir contrôler et à vouloir que la réalité produise ce que j'ai dans la tête, ça c'est une impossibilité de l'être humain. Donc nous avons bien évidemment des limites, ça c'est une impossibilité. Mais à côté de ça, nous avons beaucoup d'autres possibilités si nous acceptons que la réalité que nous allons produire ne va pas correspondre avec ce que nous désirons, sinon avec quelque chose de différent de ce que nous imaginons, hein, ou ce que nous disons désirer, on va dire, mais parfois cette impossibilité est un idéal chez le névrotique, exactement, en fait. Et donc il faut renoncer les idéaux, donc comme le dit le mot, c'est un idéal, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Donc quand on s'acharne à vouloir transformer un idéal en une réalité, en général on se fait beaucoup de mal. Et donc cette capacité de l'être humain qui est énorme, comme je disais, de pouvoir produire un être humain différent, un être humain qui puisse apprendre à parler avec les autres sans vouloir toujours avoir raison et en écoutant l'autre, pas pour que ce que dit l'autre corresponde à ce que je pense, qui est très souvent ce qui arrive quand on commence à parler avec l'autre, on dit oui, elle a raison, moi je pense comme elle. Non, mais ça c'est pas la conversation. La conversation, c'est je l'écoute pour savoir comment elle pense. Et pouvoir faire ça avec chacun d'entre nous, avec tous les gens qui nous entourent. Regardez, on va l'écouter pour savoir comment il pense. Pas pour savoir si moi je pense comme lui ou je pense pas comme lui. Sinon pour justement détecter cette différence, cette manière de penser de l'autre qui est obligatoirement différente de la mienne. Ça aussi c'est quelque chose qu'il faut apprendre, Guy Bonsoir, à accepter. C'est-à-dire que l'autre va toujours me présenter quelque chose qui est différent. Après, si il y a une sorte d'accord, de pacte inconscient entre les deux, on dit oui, oui, tu as raison, oui, oui, moi je pense comme toi. Mais en fait, ce n'est pas possible. Donc c'est une illusion quand on a l'impression que nous pensons, hein, les deux nous pensons la même chose, ou les trois, ou un groupe. Non, obligatoirement, il y a des différences. La condition humaine n'est pas sans condition. Très bien, merci Marie-Thérèse. Donc, obligatoirement, pouvoir mettre en œuvre cette capacité, pouvoir mettre en marche cette capacité de notre humanité, eh bien, améliore notre relation avec nous-mêmes, améliore nos relations sociales et le monde de chacun d'entre nous, parce que le monde, je ne sais pas où il est, non, ce monde, le monde, on ne sait pas où il est, c'est pas ce que nous dit la télévision, c'est pas, sinon que à chaque fois le monde c'est mon monde, c'est ma capacité
de voir, d'écouter, d'apprendre. Ça, c'est mon monde. Hein. Et donc, obligatoirement, si j'arrive à mettre en marche cette capacité qui fait partie de ma condition humaine, ben, je peux réussir à vivre bien mieux avec moi-même. Hein. Et parce que sinon, c'est comme se taper la tête contre les murs. Alors, bien sûr, il y en a certains qui aiment bien, parce que quand ils arrêtent, c'est-à-dire, ah, ça fait du bien. Mais, non, et se taper la tête contre les murs, voulant l'impossible, et ce n'est pas facile de renoncer à l'impossible. On a besoin d'un travail analytique pour renoncer à quelque chose qui est impossible pour le sujet. C'est-à-dire que, et qu'en plus, quand on renonce, quand on arrive à faire, non, quand on a fait le travail et qu'on arrive à renoncer à certaines choses impossibles, obligatoirement, ben, nous avons notre énergie, une énergie qui devient disponible. Pourquoi? Pour faire autre chose, pour fabriquer autre chose, pour mettre en marche ces capacités qui sont à la disposition de chacun d'entre nous. Bien sûr, nous avons des capacités différentes, nous avons des intérêts différents, nous allons tous faire des choses différentes et c'est ça qui va être intéressant. Mais au moins disposer de cette énergie qui aujourd'hui, Charbel, bonsoir, qui peut être aujourd'hui attachée à des choses qui ne vont rien produire si ce n'est des troubles dans notre vie. C'est-à-dire que pour pouvoir se psychanalyser, on va dire et se psychanalyser, c'est donc, entre autres, apprendre à savoir qui je suis. Mais qui je suis comme être humain. Pas simplement qui je suis, non, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, moi je sais, je suis têtu. Non, mais ça, il ne s'agit pas de description d'une personnalité, sinon de savoir qui je suis comme être humain. Non, et que je ne suis pas obligée d'être têtue toute ma vie, que peut-être que je l'ai été jusqu'à aujourd'hui, mais que ce n'est pas quelque chose qui fait partie de la condition humaine, être têtue. C'est quelque chose qui est modifiable. Donc, pouvoir apprendre à savoir avec qui je me balade tous les jours, ou plutôt avec qui je vis jour et nuit, avec celui qui produit ces rêves qui apparaissent toujours comme quelque chose qui n'a rien à voir avec moi, mais qui a fait ce rêve. Alors on dit oui, c'est bien moi, puisque les personnages de mon rêve font partie de ma vie. Non, Milka, bonsoir, Vidovic. Donc, que nous sommes une machine. Nous sommes une machine avec des éléments tout à fait particuliers. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres de langage, et ce langage va déterminer notre manière d'être en relation avec la vie et avec les autres, et qu'on ne peut pas faire avec cette machine que nous sommes n'importe quoi. Enfin, il ne convient pas, on peut le faire. Il y en a certains qui vivent en faisant n'importe quoi, c'est-à-dire en faisant, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, et puis ils suivent leur envie du moment. Et quand ils n'ont rien envie, ils ne font rien. Par exemple, tout ça, c'est une chose qui ne convient pas à l'être humain, qui ne convient pas. C'est-à-dire que nous devons prendre en compte que nous sommes une machine avec des conditions particulières et que nous devons prendre en compte ces conditions. Si nous disposons de cette énergie, par exemple, de cette énergie psychique, qui est cette énergie qui va nous permettre de nous mettre en relation avec l'extérieur, une espèce dotée de langage. Vous n'aimez pas la machine. Bon, d'accord. Alors, si vous préférez, mais je dis une machine dans le sens où on parle d'un appareil psychique, on parle de mécanismes, Sabrina, bonsoir, on parle de mécanismes qui agissent dans la machine, on parle d'une énergie qui est la pulsion, une énergie aussi, donc c'est une machine et en plus très complexe, qui est très complexe. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup étudier pour apprendre à savoir comment elle fonctionne. Comment elle fonctionne, pourquoi? Pour la prendre en considération. C'est pas que je l'étudie et je dis voilà, ça c'est... Non, je la prends en considération pour justement avoir une relation avec ce sujet humain que je suis, que je ne peux pas faire n'importe quoi avec ce sujet humain que je suis. Enfin, il ne me convient pas, ni à moi, ni à mon entourage. Non, ou sinon, il y a les conséquences, Donc, étudier la théorie psychanalytique, comme dit Freud, ce n'est pas facile d'étudier la psychanalyse quand on n'est pas passé par le divan. Il arrive un moment, où il y a des blocages, il y a des choses qu'on n'accepte pas,
que la psychanalyse vient nous dire des choses et on n'accepte pas. Ou alors on va les accepter, mais de façon théorique. On va dire oui, oui, ça c'est théorique. Mais dans ma manière de vivre, je ne vais pas l'accepter. Je vais continuer à nier cette condition. Par exemple, comme la psychanalyse vient dire que notre conscience est un organe perceptuel qui a la capacité de percevoir tout comme la vision, l'ouïe, le toucher, c'est-à-dire qui est déformé. Que la conscience ne me donne jamais une information qui est en relation avec ma vérité, avec ma véritable situation. Et ça, c'est difficile à accepter. Quand je dis accepter, c'est-à-dire vivre en conséquence que ce que je sens, ça n'a rien à voir, c'est toujours quelque chose qui est déformé. C'est toujours un résultat qui est déformé. C'est pour ça que passer par le divan pour essayer de traduire un petit peu ces formations qui se présentent dans la conscience et en fait qui sont passées dans certains mécanismes pour arriver dans la conscience et ça n'a plus rien à voir avec la base d'où elle vient. C'est pour ça qu'on va dire que pour travailler comme psychanalyste, obligatoirement... Ah, j'ai oublié, vous m'entendez bien, j'ai oublié de brancher le micro. Donc, pour travailler comme psychanalyste, il est obligatoire, bien évidemment, de se psychanalyser. Non seulement de se psychanalyser, sinon de continuer à se psychanalyser, et je dirais même plus, de se psychanalyser davantage, plus que les patients. Plus que les patients. Dans l'inconscient, la maladie psychique n'existe pas, mais existe dans l'inconscient comme symptôme indiquant le refoulement. Très bien, Fétille, exactement. L'inconscient, dans l'inconscient, il n'y a pas de maladie psychique. Non, sinon que la maladie s'exprime dans l'inconscient. C'est-à-dire que l'appareil psychique, c'est un appareil qui fonctionne correctement. Mais dans des cas, il produit certaines choses dans la conscience et dans d'autres cas, il produit, bonsoir Amina, d'autres choses. Donc je disais qu'un psychanalyste, pour pouvoir travailler comme psychanalyste, Paola, bonsoir, doit pouvoir se psychanalyser plus que ses patients. Donc un psychanalyste dans l'école de poésie et psychanalyse Grupo Celus, c'est un psychanalyste qui a 4 séances par semaine. 4 séances par semaine. Pourquoi ? Pour pouvoir écouter, pour avoir cette écoute dont parle la psychanalyse, cette écoute flottante. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et alors bien évidemment, nous avons tous chacun, Sandrine bonsoir, nous avons tous chacun bien évidemment une histoire différente, une histoire unique, particulière. Personne ne ressemble à personne, et ça, pareil, nous le savons théoriquement, mais dans notre vie pratique, ça n'est pas vraiment mis en pratique. C'est donc que nous avons du mal à tolérer que l'autre nous présente quelque chose qui est différent de nous, et que certains peuvent même le prendre comme une sorte de critique. Et que nous avons tous une manière d'utiliser le langage aussi d'une façon différente. D'avoir une manière de parler, de trouver le mot juste, de se laisser parler, aussi de se laisser parler, de ne pas vouloir dire quelque chose de précis, surtout en séance, de ne pas vouloir transmettre quelque chose de précis, sinon de se laisser dire et de se laisser surprendre par son discours. Mais nous sommes tous uniques et pourtant notre appareil psychique et à la même structure pour tous. À la même structure pour tous. C'est-à-dire que il n'y a pas d'handicapés psychiques. Ça n'existe pas les handicapés psychiques. C'est-à-dire que nous sommes tous passés par les mêmes mécanismes de fondation de l'appareil psychique et que nous disposons tous de ce même appareil psychique. Bien sûr, après, chacun fait un usage de cet appareil psychique différent, puisque nous avons tous une relation différente. Donc c'est par l'étude du développement individuel de l'être humain que Freud est arrivé à la connaissance de cet appareil psychique. Alors quand on parle d'appareil psychique, nous ne sommes pas nés avec un appareil psychique, sinon que l'appareil psychique s'est constitué. Et c'est une fois que tout est constitué, que l'appareil est
on va dire, pas terminé, puisqu'en fait il va être constamment en mouvement, constamment il va se transformer, mais disons qu'une fois qu'il est constitué, une fois qu'a eu lieu ce qu'on appelle le refoulement primordial, la première répression, c'est là où va se constituer toutes les instances de cet appareil. Alors aujourd'hui, on s'est proposé simplement de voir le moi, le ça et le surmoi, quelques éléments de chacun de ces éléments de ce qu'on appelle les instances psychiques. Parce qu'au départ, dans l'interprétation des rêves, Freud faisait référence simplement à un appareil psychique avec un inconscient, un préconscient et un conscient. Un inconscient qui n'avait jamais de relation avec la conscience. Dès le départ, Freud va nous dire l'inconscient n'a jamais accès à la conscience directement. Sinon qu'il va toujours passer par différents processus de condensation, de déplacement pour se manifester dans la conscience. Mais que directement, il n'a pas accès. C'est impossible. C'est-à-dire que, on va dire que l'inconscient n'a pas accès à l'extérieur. Que nous sommes, on va voir, c'est le moi, en fait, qui va être l'intermédiaire entre la réalité extérieure, entre notre conscience et ce qui va être l'élément intermédiaire. Donc, Freud, quand il parlait dans l'interprétation des rêves de la conscience, du préconscient et de la conscience, le préconscient, c'est là où il y avait le préconscient, il le décrit comme une localisation, en fait, une localisation où les éléments du préconscient sont des éléments qui ont déjà eu accès à la conscience. C'est-à-dire ce sont des éléments qui peuvent réapparaître dans la conscience. Alors que les éléments qui ont été refoulés, qui sont dans l'inconscient, ne réapparaîtront plus jamais dans la conscience, si ce n'est par l'intervention d'une interprétation psychanalytique. Et encore là, on va dire que c'est là où ce n'est pas que tout d'un coup on va découvrir, ouvrir une petite fenêtre, sinon qu'on va produire l'inconscient. Rappelez-vous que la psychanalyse, c'est une discipline qu'on appelle une discipline d'effet, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux manifestations, à ce qui s'est passé, et non pas à essayer de lire ce qui va se passer. Non, ça, nous n'avons pas cette capacité. Encore une impossibilité de l'être humain, c'est de pouvoir prédire l'avenir. Alors on peut étudier, bien évidemment, la situation économique, etc., pour essayer de faire des prévisions, mais ce sont toujours le résultat d'études, mais qu'en aucun cas c'est une possibilité de l'être humain de lire le futur. Alors Freud va nous dire que la plus ancienne de ces instances psychiques, bien évidemment, c'est le ça. C'est la première qui est installée. Mais en fait, cette première instance psychique, nous allons avoir des connaissances de cette instance une fois que l'appareil sera constitué. C'est une fois que l'appareil est constitué, et parce que Tita, bonsoir, lors de cette constitution, de cette fabrication de l'appareil psychique, ce qui va se passer, c'est que le ça va se transformer. Après le refoulement primordial, après cette répression primordiale, obligatoirement, le ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il était au départ. C'est-à-dire que toutes les formations postérieures vont transformer le ça. Et on dit que le ça, en fait, c'est parce que nous tombons dans un monde d'humains que nous allons hériter du ça. Nous allons hériter du ça et nous allons hériter du langage. Que c'est les deux choses dans lesquelles nous allons, comme si on tombait dans un lac et qu'on était repris par des éléments qui existent avant nous. Des éléments qui existent avant nous. Une chose qui existe avant nous, on va dire, c'est le ça et le langage. Alors, une fois que nous avons le ça, on va voir que, et ça il faudrait pratiquement faire un direct spécifique sur ça, c'est sur la formation du moi. La formation du moi, c'est un héritage ou la dette. Bon, c'est une autre chose. Non, on va dire que le ça, c'est un héritage, c'est-à-dire que il va être hérité, comme le langage, pratiquement automatiquement. On n'a pas grand-chose à faire. C'est quelque chose qu'on va hériter. Mais après, la dette, c'est un travail qu'on doit faire, et après ça correspond à chacun d'entre nous. Tout le monde n'a pas la même implication avec cette dette.
Donc après ça, c'est une décision de chaque sujet. Donc, pour la formation de ce moi, puisque ça va être après le ça, le premier élément qui va se former, c'est le moi. En fait, le moi va se former en contact avec la réalité extérieure. C'est-à-dire que le moi, c'est une partie du ça qui, en contact avec la réalité extérieure, va se former. En fait, il va se former, le moi va se former, donc, puisque pour faire l'intermédiaire entre cette énergie du ça, puisqu'on appelle le réservoir des pulsions, l'inconscient, c'est une quantité d'énergie, et une quantité d'énergie qui va vouloir s'exprimer dans la conscience, et que le moi va faire l'intermédiaire en lui disant non, tu peux pas laisser passer tout ça. La conscience ne va pas le supporter. Il va falloir déguiser tes manifestations pour que la conscience puisse l'accepter. Un petit peu ce qui se passe dans les rêves. C'est pour ça que dans les rêves, en général, quand on comprend rien, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que ce ne serait pas acceptable que nous puissions comprendre quelque chose. Le moi prend racine dans le ça. C'est pas qu'il prend racine, sinon que c'est une partie du ça. C'est une partie qui va venir, qui se fabrique du ça. Et ça va être la partie, on va dire, organisée du ça, le moi. Alors que le ça n'est absolument pas organisé. Non, le moi, le ça n'est absolument pas organisé, mais le moi, si, va être organisé. Non, le moi va naître de la transformation d'une partie du ça dans sa rencontre avec la réalité. C'est ce qui va produire. Donc le moi, c'est une partie du ça. C'est important de voir qui s'est transformé, bien évidemment, qui s'est transformé en quoi? En contact avec la réalité. Donc on dit que le moi est une organisation, alors que le ça n'est pas une organisation. Le moi, c'est une partie organisée du ça. Alors que le ça, dans le ça, les contradictions vivent entre elles sans que ce soit considéré comme des contradictions. Ce sont des contradictions pour la conscience, mais dans l'inconscient, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de temps. Le temps chronologique dans l'inconscient n'existe pas, ni le bien, ni le mal. Non, et que Freud, dans l'interprétation des rêves, va nous parler cette instance de l'inconscient comme une instance qui ne pense pas, qui ne calcule pas, que la seule chose qui l'intéresse, c'est s'exprimer. C'est-à-dire arriver à se manifester dans la conscience. Donc, comme on disait, le ça, c'est le réservoir des pulsions. C'est-à-dire qu'il y a toute l'énergie qui se trouve dans le ça. Toute l'énergie qui se trouve dans le ça, au départ. Mais en fait, le moi se forme au contact des autres et de la réalité. Au contact de la réalité. Non? Et au contact des autres aussi, oui. On va voir que ce ça, en fait, il va tomber amoureux de tout ce qui est bon pour lui. Qu'il s'agisse d'objets inanimés, d'objets animés, de toutes les personnes qui s'occupent de lui, jusqu'à ce qu'à l'âge de 6 mois, par exemple, non, ou dans un processus qui va durer qui peut durer pendant 18 mois, le moi va s'offrir comme l'unique objet pour le ça. Ce qui fait que le ça va déverser sa libido, va déverser une partie de son énergie dans le moi. D'accord ? C'est-à-dire que le moi, ça va être le premier objet d'amour du ça. Hein ? C'est important. Donc, c'est le moi. Donc, le moi, le ça, comme on disait, est complètement inconscient. Et on va voir que le moi n'est pas conscient, ou tout n'est pas conscient dans le moi. Il y a une partie qui est inconsciente. Tout comme dans le surmoi, où il y a une partie qui est consciente et une autre partie qui est inconsciente. Et donc, le ça n'est jamais en communication directe avec la réalité extérieure, avec le monde extérieur. Hein? Et qu'il n'est accessible à notre connaissance, nous savons qu'il existe que par l'intermédiaire d'autres instances. Et par ces manifestations qu'on appelle les éléments de made in inconscient. Alors il faut revenir au ça pour remobiliser notre libido. On va voir qu'il y a une grande quantité de libido dans le moi. Non ? Reda, bonsoir. Donc c'est la véritable, on va voir, d'après Freud, le moi n'est pas maître dans sa propre maison, exactement. Le moi se formerait à partir de l'accès au langage aussi, où il va y avoir une intervention, mais le moi va commencer sa formation avant le langage. Non ? Il va commencer avec l'image.
avec le stade du miroir. On va dire qu'il va y avoir le premier contact de la formation du moi. Donc les caractères principaux du moi, on va voir, c'est que c'est lui qui décide de l'activité, des mouvements, de l'action musculaire. Et c'est lui qui perçoit, qui a cette capacité de percevoir, de sentir, on va dire, non? Il a pour tâche, on va dire, l'auto-affirmation. Et il l'accomplit, donc lui, c'est lui qui a la possibilité de dire « Allez, il faut courir, il y a le feu, il faut courir ». Donc c'est lui qui voit le danger à l'extérieur, qui prend une décision pour faire face à ce qui se passe vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire c'est lui qui va emmagasiner d'une certaine façon les expériences faites par le sujet, dans ce qu'on appelle la mémoire, qu'on sait aussi, comme on a vu la fois dernière, que la mémoire c'est quelque chose qui est aussi pulsionnel et qui va intervenir dans certains moments, comme il y a des choses qu'on va oublier toute notre vie et qui peuvent réapparaître quand on a 80 ans. Donc il va être en relation non seulement avec le monde extérieur, bonsoir de Tunisie, bonsoir à la Tunisie, mais en plus qui va être en relation avec l'intérieur de l'appareil. Donc le moi, et il va y avoir une tâche très difficile, un travail difficile à faire, et que c'est pour ça que la psychanalyse, c'est entre autres un travail qui va nous aider qui va aider le moi à mieux réaliser son travail, on va dire, mieux réaliser son travail. Puisqu'il a un travail à faire avec le monde extérieur qui demande des choses au sujet et que le sujet doit pouvoir répondre au monde extérieur. Et il y a des sollicitudes aussi qui sont faites à l'intérieur de l'appareil. Et c'est le moi aussi qui va prendre des décisions pour savoir comment on organise ces exigences qui arrivent de l'intérieur de l'appareil. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette énergie de l'inconscient qui va vouloir s'exprimer. Et donc, c'est lui qui va décider si celles-ci peuvent s'exprimer, si elles sont admises à la satisfaction avec la transformation, parce qu'il y a toujours transformation, pour arriver dans le monde extérieur, ou qui vont être refoulées. Ça va être encore une décision du moi. C'est-à-dire c'est le moi qui va mettre en marche le mécanisme du refoulement quand il ne va pas savoir faire face à ces exigences du ça qui veulent s'exprimer. Il va dire non, ça ce n'est pas possible, tu ne peux pas l'exprimer, refoulons. Est-ce que le moi qui dégoûte l'angoisse ou le ça? Non, c'est le moi qui va justement, donc on va voir que quand il y a un danger qui vient de l'extérieur et que le moi ne sait pas faire face à ça, il va déclencher l'alarme et le signal d'alarme va être l'angoisse. Alors on va voir que dans cet appareil psychique, on va voir que cherche cet appareil psychique. Dans cet appareil psychique, l'appareil psychique, en fait, il est mobilisé pour obtenir la tension la plus réduite possible. C'est-à-dire que c'est celui qui gère, le premier qui va gérer cet appareil psychique, c'est le principe de plaisir. Donc le principe de plaisir, ce qu'il cherche, c'est l'attention zéro. Éliminer toute tension dans l'appareil. Pourquoi? Parce que dès que la tension augmente, c'est considéré, c'est vécu par le sujet comme un déplaisir. Et donc ce déplaisir, quand le moi ne sait pas faire face à ce déplaisir, il y a signal d'alarme avec l'angoisse. Donc le moi tend vers le plaisir, il veut éviter le déplaisir. Et face à une augmentation de déplaisir, il va répondre par le signal d'angoisse, le signal d'alarme. Que ce soit pour quelque chose de l'extérieur ou quelque chose de l'intérieur. Dans les deux sens, il va y avoir signal d'alarme. Mais on va dire que quand l'angoisse est face à une situation extérieure, on va considérer ça plus ou moins normal. Sauf quand il s'agit de phobie, parce qu'on a peur des araignées, où on voit qu'il y a là un déplacement encore. Parce qu'on ne peut pas avoir peur d'une petite araignée de rien du tout. Mais pourtant, il y a certaines manifestations, on va voir que le sujet peut avoir peur d'une petite araignée, comme s'il s'agissait d'un véritable dragon avec... Donc, de temps en temps, il va dire, de temps en temps, c'est-à-dire tous les jours, le moi va dénouer sa relation avec le monde extérieur pour dormir.
D'accord? Donc c'est le moi, pareil, qui va retirer, quand on dit, non, Freud, il dit qu'on va fermer les yeux, qu'on va se mettre dans le silence, qu'on va éliminer tout signe de lumière en général, on va dire pour éliminer tout contact avec l'extérieur et pour rentrer dans un état de sommeil. Et l'état de sommeil, donc la particularité de cet état de sommeil, on va voir que ce qu'il s'agit, c'est que toute l'énergie qui était utilisée pour être en relation avec l'extérieur va se mettre dans le moi. Toute la libido va réintégrer le moi. Et donc il y a une répartition de cette énergie. Hein. Ce qui se passe aussi avec les fantasmes. Quand on commence à fantasmer, pareil, non, on va dire, quand on dit « Ah, j'étais dans la lune », toute l'énergie était mise sur le moi. L'hypnose, non, parce que l'hypnose, il y a encore un contact avec... non, merci Carlos. L'hypnose, il y a encore un contact avec l'extérieur. J'écoute la voix de l'extérieur. Je réponds selon les indications qu'on me donne. D'accord? L'hypnose, c'est quelque chose de particulier dans le sens où on peut croire que le sujet, c'est un petit peu comme quand on a bu, où on se permet, non, quand on a bien bu et qu'on se permet de faire des choses de faire des choses. Et là, dans l'hypnose, on se permet de dire, de faire des choses, mais il y a des choses qu'on ne fera jamais, même hypnotisé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne dira pas même sous l'hypnose et qu'on ne fera pas même sous hypnose. C'est-à-dire que nous rendons compte pendant l'hypnose, de la même façon que quand nous dormons, il y a toujours une partie de nous qui sait que nous dormons. Dans l'hypnose, nous savons que nous sommes hypnotisés et nous n'allons pas ni dire n'importe quoi, ni faire n'importe quoi. Il y a des limites différentes pour chacun de nous, bien sûr. Hein. Donc la libido du moi va donc se transformer en libido d'objet quand elle va passer en relation avec le monde extérieur, qu'on appelle aussi libido sexuelle, puisqu'on va parler de sexuel avec cette énergie qui est en relation avec le monde extérieur, avec à chaque fois que l'autre rentre en jeu, en fait on va l'appeler libido sexuelle. Hein. Mais cette libido sexuelle, elle provient de la libido du moi, c'est-à-dire qu'elle peut aller et revenir comme libido du moi. Hein. C'est-à-dire qu'il va toujours y avoir une partie de libido du moi qui va rester, même si on a des relations sociales, même si on fait beaucoup de choses à l'extérieur, il y a toujours une libido du moi qui va rester, c'est la libido qu'on appelle narcissique. Il ne s'agit pas d'une maladie, sinon que c'est une libido qui est nécessaire pour soutenir le propre moi. C'est-à-dire que le moi a besoin d'une dose, on va dire, de libido pour pouvoir se soutenir. Il ne peut pas tout mettre à l'extérieur. Et c'est cette énergie qui fait que chaque être humain, nous préférons être qui nous sommes. Que nous ne changerions notre vie, non, sur aucune vie. Non seulement parce que c'est impossible, c'est-à-dire que comme c'est impossible, il y en a certains qui aiment le dire, j'aimerais bien être à ta place, mais en fait, même si c'était possible, on va voir que l'être humain, non, à cause de cette libido narcissique qui est en chacun de nous, en fait, il dit que ça n'intéresse en fait personne, parce que nous sommes les personnes que nous aimons le plus. Nous n'aimons personne d'autre autant que nous-mêmes, et que c'est nécessaire. Ce n'est pas, non. Après, il y a des manifestations, des maladies narcissiques qui sont autre chose, mais que nous avons tous une base de libido que nous avons besoin pour soutenir notre moi et qui fait que nous sommes différents et que en plus nous ne voulons pas échanger notre vie pour aucune autre vie. Et alors ensuite on va voir, donc c'est le moi qui va se charger de satisfaire les exigences du monde extérieur et du monde intérieur. C'est le moi qui va donner le signal d'alarme avec l'angoisse quand il y a, non, quand il n'arrive pas à faire face en fait. Alors quand il y a un danger extérieur réel, il va mettre en marche, on va dire, les actions nécessaires pour éviter le danger. Et quand l'angoisse est intérieure, de la même façon, il devrait pouvoir mettre en marche des actions pour pouvoir tranquilliser le sujet pour qu'il puisse continuer, on va dire. C'est-à-dire que c'est lui qui doit apprendre à gérer cette énergie, non? C'est lui qui doit apprendre à gérer cette énergie.
Et ensuite, nous avons le surmoi. Alors, Freud dit que le surmoi, en fait, il a été constitué à cause de cette longue période d'enfance, que nous sommes les animaux, l'espèce animale qui passe le plus de temps avec papa et maman, et qu'en fait, c'est cette longue période accompagnée donc et dépendant de ses parents, en fait, que va se constituer ce surmoi. Et ce surmoi va se constituer donc dans le moi. C'est une instance particulière qui va prendre une partie du moi. C'est-à-dire que le moi va sacrifier une de ses parties pour ne pas perdre la relation qu'il a avec ses premiers amours, en fait. Ses premiers amours, pourquoi? Parce qu'il était dépendant. Il a aimé son père et sa mère, ou les personnes qui s'occupaient de lui. Pourquoi? Parce qu'il était dépendant d'eux. Et donc il va introjecter, il va s'identifier, on va dire, à ces figures, et cette identification va constituer cette nouvelle instance qui est le surmoi, qui va être la dernière instance à se constituer dans l'appareil psychique. Et ensuite, il va y avoir, bien évidemment, une relation qui va exister entre ce surmoi et ce moi. Va s'établir une relation. C'est-à-dire que non seulement le moi va devoir faire face aux exigences de la réalité extérieure, aux exigences du ça qui veut toujours s'exprimer, et aux exigences du surmoi qui lui dit attention, pas n'importe comment. Tu dois faire ça, mais bien. Alors du coup, je fais rien. Parce qu'il faut faire bien. Du coup, je ne fais rien. Parce que le bien, qu'est-ce que ça veut dire? Non, par exemple. Donc, il va y avoir ce moi qui se retrouve dans une situation qu'il va devoir apprendre à gérer pour que toutes ces instances, lui c'est le gérant de l'appareil psychique et il faut que toutes les instances soient contentes. Et pour que toutes les instances soient contentes, parce que si le surmoi n'est pas content, il va commencer à maltraiter le moi. Et quand il maltraite le moi, bien évidemment, on va le voir dans la réalité. C'est pour ça que je disais que notre manière d'être en relation avec notre surmoi, avec cette autre partie de ce moi qui est inconscient, parce qu'il y a aussi le moi conscient qui est en relation avec le moi inconscient. C'est-à-dire c'est une complexité dans cet appareil et on va voir que cette complexité, ces différentes relations avec les différentes instances vont se manifester dans les relations extérieures du sujet. C'est-à-dire on peut voir selon comment on voit vivre l'autre avec ses relations sociales, la situation des relations, parce qu'en fait dans la névrose c'est un conflit entre le moi et le surmoi et la réalité extérieure. Il y a toujours la réalité extérieure qui est en jeu, parce qu'il y a une sollicitude de la réalité extérieure. Donc dans la névrose, c'est la réalité extérieure qui vient dire quelque chose et que le moi ne sait pas répondre. Le surmoi qui est inconscient, parfois, efface le moi. Qu'est-ce que ça veut dire effacer? Il ne peut pas l'effacer, sinon il n'y a plus de sujet. Le moi est indispensable. Donc que toutes ces instances sont indispensables, en fait. Après, le surmoi n'est pas obligé d'avoir autant de pouvoir, que le moi n'est pas obligé de lui donner autant de pouvoir. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que le moi lui donne beaucoup de pouvoir, l'écoute beaucoup, et veut lui donner toute satisfaction. Et qu'en général, le surmoi joue un rôle de l'autoconservation. L'autoconservation, le surmoi ne joue pas. Non, c'est le moi qui joue qui a le rôle de l'autoconservation, pas le surmoi. Le surmoi, il a des exigences morales, principalement. Il a des exigences morales, on va dire. Et, alors attendez, 2 secondes. Il a des exigences morales et qui demandent donc au sujet, au moi, de respecter ces exigences. Parce qu'on va voir que je vais vous montrer un petit peu, parce que ce qui est intéressant dans ce surmoi, donc non seulement le sujet s'est identifié à ses figures parentales, mais en plus, il y a pas simplement, il dit une action, le surmoi c'est le gendarme interne. Mais ça c'est le gendarme interne pour les enfants. Après Olivier, il n'a plus besoin de gendarme. Il n'a plus besoin, il connaît les lois. Il sait ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'après, le surmoi, on va voir que pour l'adulte, on n'en a plus besoin. En fait,
Une action du moi est correcte dès lors qu'elle répond en même temps aux exigences du ça, aux exigences du surmoi et de la réalité. C'est-à-dire qu'elle sait concilier en fait les différentes revendications de chacun. Hein? Bah oui, mais pourquoi vous avez besoin d'un tribunal, vous, intérieur? Hein? Pourquoi vous avez besoin d'un... Alors, on va voir que non seulement ce surmoi s'est constitué à cause de l'influence parentale, mais ce n'est pas simplement la nature personnelle des parents qui exerce son effet sur le surmoi, mais aussi l'influence, et ça c'est très intéressant, perpétuée à travers eux des traditions familiales, des traditions raciales, des traditions populaires, ainsi que les exigences représentées par eux de tel ou tel milieu social. C'est toute l'histoire de notre lignée, on va dire, qui vient et qui s'installe en nous. De même, le surmoi va continuer à recevoir des identifications. C'est pas qu'il va rester tel quel, comme quand on avait 5-6 ans. Sinon qu'il va continuer à se transformer. C'est-à-dire, au cours du développement de l'individu, il y a des contributions de nouvelles identifications qui vont avoir lieu avec les personnes substitutives, on va dire, des parents. Non, les éducateurs, les modèles publics, les idéaux vénérés par la société, tous ces éléments-là peuvent être des éléments que le sujet va choisir pour s'identifier. Et alors, quand je parle d'identification, ce n'est pas quelque chose que nous faisons, bien évidemment, de façon consciente. Ce n'est pas de dire « Ah, cette personne-là, elle est magnifique, je veux m'identifier ». Ce n'est pas conscient. C'est donc qu'il va y avoir des identifications qui vont avoir lieu sans que je sache. C'est pas un choix conscient. Des fois, on peut s'identifier après avoir... non, à quelque chose qui va agir contre nous. Le surmoi est une instance morale et interdictrice. Angoisse de castration, séparation, non? Oui, c'est pour ça. Après, on n'en a plus besoin. Vous avez encore besoin d'une instance morale qui vous dit attention, ça c'est pas bien? Non? Parce que l'instance morale, ce qu'elle va dire, c'est pas bien, attention, tu l'as fait, punition. On a encore besoin de la punition? Vous avez encore besoin d'être puni à chaque fois que vous faites quelque chose de mal? Donc, alors, ce qu'il va nous dire, Freud, et qui est très intéressant, il dit qu'il y a quelque chose, non, dans le ça et le surmoi, il y a des éléments, il dit, qui ont une concordance. C'est-à-dire que tous les deux représentent les influences du passé. Le ça, qu'on ne peut pas éliminer, bien évidemment, mais le surmoi n'est pas obligé d'être si bruyant. On pourrait réduire un petit peu, arrêter de l'écouter. Il y a beaucoup de gens qui l'écoutent beaucoup, le surmoi, et qui veulent suivre les indications du surmoi. Mais les indications du surmoi, non, très souvent, ne sont plus du tout adaptées à l'adulte, par exemple. C'est-à-dire qu'ils veulent obéir à des indications, à des choix qui ne sont même pas interdits par la loi. Parce que respecter ce que la loi dit, d'accord, mais il y en a qui veulent beaucoup plus que ça. Bref. Donc il dit que tous les deux représentent l'influence du passé. Donc il dit le ça, c'est un passé qui était hérité. Et il dit le surmoi, et c'est essentiellement un passé qui a été repris des autres. Ce sont des désidentifications qui ont eu lieu avec les autres. C'est-à-dire que nous avons les autres qui vivent en nous. Vous voyez qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas maître chez soi parce qu'on n'est pas tout seul. Je pensais au choix d'objets avec des concordances. Oui, avec les objets premiers. Mais c'est pareil, les objets premiers, au départ, non, quand on a 7 ans, c'est bien d'avoir un surmoi qui continue à nous aider à savoir ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui convient de faire, ce qui est pas bien de faire, ce que j'ai pas le droit de faire. Mais après, l'adulte, il sait qu'il peut pas aller dans la rue et donner un coup de poing à n'importe qui. Il le sait. Donc il n'y a plus besoin de surmoi qui soit là tout le temps à le surveiller. On n'a plus besoin de parents à l'âge adulte, on n'a plus besoin de parents qui nous surveillent. Mais il y en a certains, si, ils croient qu'ils ont encore besoin d'eux. Et donc ils se soumettent encore à ce surmoi. Non? Donc voilà, ce petit épisode. Alors, je suis désolée, c'était une information assez réduite, bien évidemment.
On pourrait, d'ailleurs il faudrait que j'arrive à faire, mais ce n'est pas facile, un direct directement sur la formation du mois. Alors j'ai vu que vous m'aviez envoyé différents sujets. J'ai vu, et Paola, merci à vous, bonne soirée. Vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux pour que nous soyons plus nombreux donc à nous intéresser à la psychanalyse, c'est-à-dire à l'être humain que nous sommes. Partager cette vidéo, c'est pouvoir mieux vivre, on va dire, avec les autres êtres humains qui m'entourent. Mais l'interdit, qu'est-ce qu'il dit, Féti? Mais l'interdit, pardon, l'interdit sera moral et extérieur plus tard. Ben oui, ben donc justement. Donc maintenant, une fois qu'il est extérieur, je respecte la loi, c'est tout. J'ai appris à respecter la loi. Je n'ai plus besoin d'écouter cette voix du surmoi. Merci Carlos. Néléa, il faudrait un cours sur le sujet. Sur le sujet, un cours sur le sujet, quel sujet? Merci à vous Pascal. Marlène, merci. Donc bonne continuation. Merci pour votre participation. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous savez que nous avons ce super cours sur la culpabilité. Donc justement pour continuer à parler de ce surmoi. Non, et alors attendez, j'ai vu Fabienne qui est passée là, qui a dit quelque chose, mais j'ai pas eu le temps de lire. Donc, vous pouvez encore vous inscrire, je peux vous envoyer pour pouvoir voir les vertiges de l'amour, hein, comme c'est joli, les vertiges de l'amour. Donc, Fabienne, qu'est-ce qu'elle disait? Je ne l'ai plus non plus ici. Ici non plus, c'est disparu. Alors attendez, non. Je n'ai plus non plus. Ben, ils disparaissent tout de suite, hein, pardon, Fabienne. J'ai vu que vous avez écrit, bon, je regarde et puis après je vous réponds. Donc, voilà, bonne continuation à tous. On continue mardi prochain, à la même heure, avec un nouveau sujet. Donc, Néléa, elle présente, qu'est-ce qu'elle disait, Néléa? Ah, les vertiges de l'amour. Vous voulez encore parler de l'amour? Et vous pouvez acheter l'esclavage de l'amour, il y a déjà plein d'informations. Et puis il y a un nouveau cours, ou plutôt un ancien cours qui est à votre disposition aussi, si vous voulez en savoir plus sur l'amour. Je veux bien le lien pour m'inscrire. Il est sur la page, l'OSI. Il est sur la page, quelque part, je crois que j'ai republié le lien aujourd'hui. D'accord? Bonne continuation donc à vous et à mardi prochain, 21 h. Bonne continuation, au revoir. La problématique de l'affect. Un peu plus de détails, Olivier, un peu plus de détails.